Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. 1000 excuses pour ce léger retard de 5 minutes, je vais vous en donner la raison immédiatement. Nous sommes le lundi 22 juin 2015, comme chaque semaine, une semaine importante sur le plan des fondamentaux de marché, et notamment ce lundi 22 juin avec un sommet extraordinaire qui est donc lieu à Bruxelles, entre la Grèce et ses créanciers. Un certain nombre de réunions sont prévues aujourd'hui, je vais vous en donner les détails, tout en vous rappelant que c'est une semaine macroéconomique extrêmement chargée, tant au sein de la zone euro qu'aux États-Unis. Je vais vous donner les statistiques à suivre, puisqu'il y en a un certain nombre, mais certaines sortent clairement du lot en termes d'impact sur le marché. Alors, bienvenue, je vous laisse prendre connaissance de cet avertissement sur les risques, qui vous rappelle deux choses. D'une part, que c'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif, qu'il n'y a donc pas ici de conseil en investissement, et que d'autre part, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Alors, première chose que je vais vous demander en tant que participant à ce morning meeting, c'est de participer à 3 sondages. Alors, ces sondages, je les remettrai régulièrement. Vous le savez, FXM lancera bientôt sur la plateforme Trading Station, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, soit en version web, soit en version téléchargeable, le marché actions international, et notamment les actions françaises. Alors, elles sont déjà disponibles sur MetaTrader 4 et elles le seront lors des prochaines semaines sur les plateformes classiques de FXECM. 3 sondages qui vont nous permettre, nous, d'optimiser et de choisir les services que nous vous proposerons à côté donc de cette possibilité de négocier les actions. Alors, lorsque vous vous rendez dans la section commentaires qui se trouve juste à droite de l'écran où vous accédez à mes graphiques, vous avez donc un chat, une section commentaires, à l'intérieur de laquelle vous-même vous pouvez laisser traîner des commentaires, mais surtout à l'intérieur de laquelle j'ai logé ce matin 3 sondages, en fait 3 questions. Alors vous double-cliquez dessus pour que cela soit plus visible. Alors la première question, utilisez-vous un abonnement payant au conseil sur Actions Françaises? Normalement vous le voyez, vous avez 6 choix. Trading Central, AutoChartist, Trading Sat, Day by Day, BBSP, Zone Bourse. Vous avez normalement la possibilité de cocher, une case ronde, de faire un choix et de voter. Ça c'est donc le premier sondage, s'il vous plaît, pouvez-vous donc y participer? Donc voilà, vous avez cette possibilité. Moi par exemple, voilà, hop, je vote. Il y a donc là déjà un vote pour Zone Bourse, un vote pour Trading Central, etc. Deuxième sondage auquel j'aimerais vous demander de participer. Pour trouver la meilleure actualité sur Actions Françaises, quel site visitez-vous habituellement? Alors le sondage, je viens de le publier, il est donc maintenant disponible. Pour trouver donc la meilleure actualité sur Actions Françaises, quel site visitez-vous habituellement? Donc vous avez plusieurs possibilités, TradingSat, BFM. Alors en effet, BFM a racheté le site de tradingsat.com, Zone Bourse, Boursorama, Boursier, Investing, les éco-bourses. Voilà donc le second sondage auquel j'aimerais vous demander de participer. Alors bien sûr, il n'y a pas de réponse, aucun de ces choix, en effet. C'est une excellente remarque. Dans ces cas-là, s'il n'y a aucun de ces choix, simplement ne votez pas. Enfin, troisième sondage, pour trouver la meilleure actualité sur les actions françaises, vous visitez lesquels sites actuellement? C'est en fait la suite de ce sondage. Donc, troisième possibilité avec 6 nouveaux choix. Pour trouver la meilleure actualité sur les actions françaises, vous visitez habituellement quel site? ABC Bourse, Cercle Finance, Capital, La Tribune, Easy Bourse. Voilà donc une autre possibilité de participer. On peut par exemple cliquer ici. Voilà. Donc 3 sondages s'il vous plaît, je les laisse tout au long de cette émission. J'essaierai, si cela fonctionne, de les reproposer régulièrement tout au long de la semaine pour que nous puissions arriver d'ici la fin de semaine à un résultat et que nous puissions envisager de vous proposer un certain nombre de services gratuits lorsque les actions seront disponibles. Alors, merci donc pour tous ces sondages. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer tout au long de la semaine. C'est donc une semaine très importante sur le plan de l'agenda économique. Une semaine qui commence extrêmement bien pour le marché actions au sein de la zone euro. Nous avions mis en évidence depuis jeudi dernier la possibilité importante qu'un creux majeur soit établi d'un point de vue de l'analyse technique sur les indices boursiers au sein de la zone euro, conforté par une reprise haussière à Wall Street.
C'est là que s'est donc produit une action intermarché importante qui est venue donc en soutien des marchés actions de la zone euro qui globalement ont effacé dans le cadre d'un cycle correctif 50% de leur avancée depuis le début de l'année avant donc de tenter de se stabiliser. Alors, je vous avais sous les yeux le CAC 40, on va en parler, je vais vous montrer moi quelques graphiques en données journalières pour finalement vous refaire les différentes étapes de ce cycle correctif et quels étaient les éléments d'analyse technique qui permettaient d'en envisager une stabilisation. Alors je vais vous montrer quelques graphiques en données journalières avant d'envisager des charts plus en intraday. Simplement aujourd'hui d'un point de vue des fondamentaux, vous le savez, c'est donc une énième réunion de l'Eurogroupe. Quelles sont les heures à connaître? Réunion de l'Eurogroupe ce matin à 12h30 heure de Paris. Donc à partir de 12h30 heure de Paris, réunion de l'Eurogroupe. Et ce soir à 19h, réunion des leaders de la zone euro. Donc ça, ce sont les choses à connaître aujourd'hui en termes d'heures. Je vous poste ça dans la section commentaires. Ce sont les éléments les plus importants à suivre sur cette séance du lundi 22 juin. Alors, les agrégats macroéconomiques sont très importants cette semaine, notamment en ce qui concerne le dollar US et Wall Street. Il y a un certain nombre de choses à vous montrer. Moi, je vais vous indiquer ici le calendrier économique et vous inviter dès le début de la semaine à faire une sélection des indicateurs à suivre, car ils n'ont pas toutes la même importance. Alors, je vais faire jour par jour et je vous invite, si cela vous intéresse, à retenir ou à noter. Aujourd'hui, lundi 22 juin. La statistique la plus importante au-delà de cette réunion de l'Eurogroupe et de toutes les dates et heures aujourd'hui qui concernent la Grèce, les statistiques dans l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis, statistique US la plus importante du jour, à 16 heures, les ventes de logements existants. Les ventes de logements existants, croissance mensuelle et valeur absolue. Ces chiffres tomberont à 16 heures. L'immobilier US fait partie des agrégats que suit donc la Réserve fédérale pour ajuster les perspectives de sa politique monétaire. Donc ça, c'est aujourd'hui à 16 heures. Alors comme chaque lundi, la Banque Centrale Européenne mettra à jour le stock de ses différents programmes monétaires, mais ça c'est régulier maintenant. Le mardi 23 juin, c'est très important, plusieurs statistiques. La plus importante d'entre elles, c'est bien sûr la publication des indices PMI flash au sein de la zone euro et aux États-Unis. Les indices PMI sont des indicateurs avancés très respectés par les marchés financiers, notamment ceux qui sont établis par la société Markit. Markit qui publiera dès la session asiatique son indice PMI pour les pays asiatiques, la Chine entre autres, puis la zone euro en matinée, donc à partir de demain matin. Et demain après-midi pour les États-Unis, l'indice PMI de Markit à 15h45 et à 16h, l'indice PMI selon l'ISM, avec bien sûr les ventes de logements dans l'immobilier résidentiel neuf demain à 16h aux États-Unis. Alors je continue dans ces statistiques. Le mercredi 24 juin, ce qu'il faudra impérativement suivre au-delà de l'enquête IFO aux États-Unis ou encore au-delà du produit intérieur brut pour son estimation finale au sein de la zone euro au premier trimestre, c'est bien sûr l'estimation finale du niveau de la croissance économique aux États-Unis au premier trimestre, sachant qu'au fond on s'en fiche un peu dans le sens où c'est déjà connu le premier trimestre et que d'autre part la Réserve fédérale a déjà revu en baisse ses perspectives de croissance économique pour l'année 2015 et seulement l'année 2015 en tenant compte de ce premier trimestre. Je vous rappelle qu'elle les a revues en hausse pour l'année 2016 et l'année 2017, c'est d'ailleurs pour ça que le consensus envisage toujours un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds sur la réunion du mois de septembre par la Fed. La statistique américaine la plus importante de la semaine, c'est l'indice des prix PCE. L'indice des prix PCE, c'est le chiffre avec donc à suivre cette semaine aux États-Unis. L'indice des prix PCE, pourquoi? Parce que c'est l'indicateur de prix que suit en priorité la Réserve fédérale des États-Unis. L'indice des prix PCE est attendu le 25 juin en publication donc aux États-Unis. Donc ce sera le jeudi 25 juin. Je vous remontre ici le calendrier économique sur notre site. Le 25 juin et donc vous le retrouvez ici. C'est donc les dépenses de consommation, déflateur des dépenses de consommation des ménages. C'est ça donc qu'on appelle l'indice PCE et qui est donc très important. Il est édité par le département du commerce. Et c'est lui qui est le plus suivi pour déterminer l'évolution de l'inflation à la consommation. Donc ça c'est 14h30
jeudi 25 juin. C'est la statistique la plus importante à suivre aux États-Unis cette semaine. Avec enfin au sein de la zone euro un autre élément à suivre, c'est la production de crédit bancaire au secteur privé. Donc ça c'est attendu le 25 juin, autant pour moi. Je reviens ici sur le calendrier économique. Alors pourquoi c'est très important? Il y a un impact immédiat sur l'euro parce que c'est donc l'agrégat M3 de la zone euro, hein, qui permet d'évaluer la production de crédit aux entreprises et aux ménages au sein de la zone euro. Alors je vous rappelle que la semaine dernière, on a pris connaissance du TLTRO 4 de la Banque Centrale Européenne, qui a globalement bien fonctionné. Alors le marché envisage toujours la reprise de la croissance de la production de crédit au sein de la zone euro. Donc voilà, semaine extrêmement chargée sur le plan des fondamentaux économiques, qui est susceptible d'influencer notamment les indices boursiers au sein de la zone euro. Alors ces indices boursiers au sein de la zone euro, bon, il y en a plusieurs qui m'intéressent, mais ce que je vais dire sur le CAC 40 s'applique finalement pour l'ensemble des marchés actions de la zone euro. Il y a un certain nombre d'éléments techniques qui nous ont amené à envisager dès le milieu de la semaine dernière la possibilité d'un creux important sur les marchés actions de la zone euro. Ce sont à la fois des arguments de proportion de marché. Alors, notamment les proportions de marché qui peuvent s'inscrire dans le cycle héliotiste. Concrètement, je reprends ici la grande avancée du marché au premier trimestre. Alors, premier trimestre plus 2 semaines, une grande vague d'appréciation du marché, pour finalement observer que la correction des marchés en place depuis la fin du mois d'avril a une nature extrêmement bien construite. Elle n'est pas très impulsive, elle s'est faite en 3 temps. Et ces 3 temps correctifs, que l'on retrouve d'ailleurs de manière très usuelle dans le cycle héliotiste, peut correspondre à une vague 4. Cette vague 4 est-elle terminée? Eh bien, j'en reviens donc à des proportions intéressantes, à savoir le fait que dans ces 8 semaines de correction, on a retracé 50% de toute l'avancée du marché depuis le point bas du 15 janvier dernier, le choc de la Banque nationale suisse, une proportion de marché que l'on retrouve sur le DAX, le CAC et l'Eurostoxx 50. Vous avez donc cette conjonction de proportions ici sur le DAX. D'autre part, la façon dont s'est construit ce cycle correctif en 3 temps, là aussi on retrouve des proportions usuelles, à savoir une première jambe qui est reportée au sommet de la jambe intermédiaire est équivalente en amplitude, c'est donc un mouvement qui est très proportionné. D'autre part, l'étude des indicateurs de momentum en données journalières, alors ici le momentum du marché, je vous rappelle, c'est la pente d'une tendance. Il est représenté par l'indicateur technique RSI et ce sont tout simplement des divergences haussières standards qui sont en train d'être activées à la fois sur le DAX, l'Eurostoxx 50 ou le CAC 40. Et vous avez donc ici l'indice CAC 40. Alors cette séance du lundi 22 juin, elle est donc très importante sur le plan de l'analyse technique. Idéalement, pour la valider, le marché a besoin ici de déborder les 4970 points sur la base d'un cours de clôture. Les marchés actions progressent fortement depuis le début de la session en Europe, en dépit d'ailleurs du choc sur les marchés actions chinois en fin de semaine dernière. D'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, les marchés actions chinois sont fermés, mais finalement, on reste également assez étanche par rapport à ces éléments-là. Donc, une séance qui commence particulièrement bien sur les marchés actions de la zone euro, avec derrière, en l'état, si elle se confirme en cours de clôture, la possibilité de réenvisager le redémarrage du grand cycle haussier qui avait eu lieu tout au long du premier trimestre, avec notamment cette semaine un CAC 40 qui pourrait monter à 5100 points. Donc je pense qu'on peut envisager un CAC qui rejoigne les 5100 points cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on pourrait envisager sur le DAX? Le DAX, on retrouve aussi en données journalières cette divergence haussière standard qui est assez propre ici. D'une certaine façon, on peut même envisager que le marché action allemand soit en train de construire les prémices d'un scénario en double bottom sur 10 800 points. Alors ce n'est pas fait. Où se situe la ligne de coup? Elle se situe là, précisément au niveau des 11 450 points. En réalité, lorsque je bascule en cours de clôture, je la verrai davantage aux alentours des 11 300 points, mais on prendra la zone 11 300, 11 500. C'est la zone qui, si elle était débordée ici en clôture journalière, et ce qui semble tout de même bien engagé, à moins de clôturer en plus bas et d'avoir un violent retournement de tendance dû aux éléments du dossier grec, j'ai quand même un certain nombre d'éléments techniques qui m'invitent à penser que le DAX peut tout à fait construire ce double bottom swing sur 10 800 points, divergence haussière en train d'être activée ici sur l'indicateur technique en données journalières, ligne de tendance baissière sur l'indicateur technique RSI
avec actuellement une cassure haussière. Alors il est difficile pour moi là d'utiliser le RSI en données journalières, sachant qu'il n'a aucune valeur, puisqu'il n'y a pas de cours de clôture journalier. Donc en l'état, je ne peux pas en tenir compte au moment que je vous parle. Par contre, si le marché devait clôturer au niveau actuel des cours, nous aurions tout simplement ici une divergence haussière standard et active. C'est donc l'enjeu de la séance du jour sur l'indicateur technique RSI en ce qui concerne les prix, en prenant de la marge, on va dire 10 000, 11 500 points, 11 450 pour la ligne de coût d'une structure en double bottom. Et si celle-là se confirme, ce marché remontera à 12 000 points. Donc voilà en l'état ce qui se prépare sur les marchés actions de la zone euro, quelque chose qui est donc ici tout à fait positif. Toujours sur les marchés actions, sur les actifs de la zone euro, quelque chose qui a tendance à soutenir ce scénario d'un creux important sur les marchés actions de la zone euro, c'est la détente qui se confirme sur les taux obligataires au sein de la zone euro. C'est quelque chose qui a commencé depuis environ une dizaine de séances, qui se matérialise sur l'ensemble des contrats de taux souverains au sein de la zone euro, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Dans un premier temps, cela ne concernait que le contrat allemand. Maintenant, ça concerne tous les contrats, dont le contrat français. La détente, elle reste relative, c'est-à-dire que pour l'instant, elle ne représente qu'une petite proportion de la remontée des taux depuis la fin du mois d'avril. Derrière cela, bien sûr, les nouvelles perspectives au sein de la zone euro, mais surtout le fait que la Banque Centrale Européenne, je vous rappelle, réduit ses achats de titres de dette cet été et qu'elle les reporte sur le mois de juin. Donc on devra à nouveau aujourd'hui prendre connaissance d'un montant d'achat de titres de dette supérieur sur un rythme hebdomadaire à ce qu'on a pu observer la semaine dernière. Donc il y a probablement derrière cela à nouveau un positionnement long sur les contrats de taux au sein de la zone euro. Ça fait partie des éléments aussi qui soutiennent le marché action, ou en tout cas un facteur intermarché qui peut soutenir ces marchés actions de la zone euro. En ce qui concerne le taux de change euro-dollar, en dépit d'une réserve fédérale des États-Unis qui s'est montrée la semaine dernière plus accommodante, le taux de change euro-dollar n'a pas débordé sa résistance de moyen terme. Ce marché reste pour le moment couvert par un niveau horizontal qui est puissant à 1,1460 $. En l'état, il n'a pas non plus baissé, mais on comprend qu'une forme de compression se matérialise depuis environ le 8-9 juin. Alors de quoi s'agit-il? S'agit-il d'une structure en wedge, donc en biseau? Il est difficile pour l'instant d'envisager les choses, mais ce qui est certain, c'est qu'on a une tentative de franchissement très marginal de cette ligne de tendance baissière qui finalement n'est toujours pas franchie, avec un chandelier ici du 18 juin qui porte en lui quand même des applications plutôt négatives. En tout cas, tant que ce marché se maintient sous cette résistance des 1,1460 $, c'est globalement l'euro qui est sous résistance. Je vous ai proposé sur notre site la représentation graphique de l'euro index. Alors l'euro index qui se trouve, je vais juste vous le montrer, l'euro index qui de manière générale est sous résistance. Donc, vous l'avez ici, c'est ce chart, j'ai fait ça brièvement avant de lancer le morning meeting. Voilà, vous avez donc cet article, euro-dollar, la monnaie unique sous résistance avec la relative détente des taux obligataires. Donc c'est l'euro en tant qu'indice de devise qui se trouve sous résistance, et donc je ne serais pas surpris que d'autres paires de devises en euros, notamment l'euro-yen, l'euro AUD, l'euro GBP et d'autres, se retrouvent à nouveau sous résistance et soit à court terme face à un risque de baisser davantage. Alors sur les graphiques en données journalières concrètement, c'est ce dont je voulais vous parler. De manière générale, le dollar US n'a pas cassé de support majeur. C'est donc d'ailleurs pour cette raison que l'euro-dollar reste couvert par une importante résistance à 1,1460 $, qui pour l'instant limite sa progression. Le support à suivre sur le dollar, c'est ce niveau-là. C'est ce fameux niveau horizontal. C'était déjà le cas jeudi dernier, les 11 736 points. Et pour l'instant, le dollar tient. Alors, le dollar tient. Pourquoi? Parce qu'en dépit d'une réserve fédérale plus accommodante, eh bien, dans tous les cas, la Fed devrait, selon un certain nombre d'indicateurs de marché, alors qui sont tout simplement les contrats futurs négociés sur le CME ou encore les consensus économiques, relever ces taux d'intérêt de manière plus progressive que prévu, mais elle devrait tout de même commencer cette année. Alors, le marché maintenant, il se projette sur la réunion de septembre. Alors peut-être qu'à la fin de l'été, il se projettera sur la réunion de décembre, voire qu'en 2016, et pour le moment, il se projette sur la réunion de septembre. C'est pour cette raison que le dollar US a été sous pression la première quinzaine de juin, mais qu'il n'est pas non plus entré dans un marché baissier, qu'il ne s'est pas effondré, il est neutre en fait.
il est clairement neutre. Il s'est stabilisé depuis le milieu du mois de mars, mais il n'a pas cassé de support majeur. Il est donc dans cette phase de dérive latérale et à tout moment prêt à être acheté si le marché finit par acquérir la conviction que la Fed pourrait agir. C'est pour ça qu'il faut continuer de surveiller les grands agrégats économiques US, le marché du travail certes, mais surtout le régime des prix, avec cette semaine l'indice des prix PCE, celui qui est mesuré par le département du commerce, et qui est donc très important à suivre, et qui est attendu le jeudi 25 juin. Donc à 14h30, on en fera un suivi de près de cet indice des prix PCE. Voilà donc pour le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50 sur ces horizons de temps. Je reviens aussi brièvement sur le comportement des pétroles et notamment ce que fait le contrat WTI depuis le début du mois de mai. C'est un marché qui est rentré dans une phase neutre depuis le début du mois de mai, mais une phase neutre qui finalement s'apparente de plus en plus à une phase de transition latérale avant d'envisager la capacité de ce marché de monter davantage. Alors il est vrai que pour le moment le WTI, le pétrole brut US, reste couvert par cette oblique de tendance baissière et on voit que le marché comprime en dessous, mais il ne rejette pas pour autant. Alors on a toujours la possibilité finalement au-dessus des 54 $ d'envisager que le pétrole finisse par s'apprécier davantage. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il est complètement neutre. Il a formé malgré tout un petit support ici à 58,80. J'aurai donc toujours un biais positif au-dessus de ces 58,80. De même ici le contrat UK Oil, le Brent, qui tient donc pour le moment cette ligne de tendance haussière qu'il n'a pas rompue. Donc en l'état, tant qu'il ne l'a pas rompu, on a la possibilité aussi d'avoir une phase de compression latérale avant derrière une extraction. Dans tous les cas, ce n'est pas fait, le marché reste sous résistance, mais le fait de rester sous résistance un certain nombre de temps sans subir de rejet laisse envisager que ce marché pourrait finir par tenter quelque chose. Mais pour l'instant, c'est complètement neutre. Alors, autre élément aussi important, cette fois-ci qui milite en faveur d'une tenue du dollar US, je vous remonte donc ce graphique du dollar US avec ce niveau horizontal qui a parfaitement tenu, 11 737 points. Alors pourquoi c'est un niveau important? Parce qu'il avait soutenu le marché tout au long du mois de janvier. On a tenté de le briser au milieu du mois de mai pour finalement le reprendre, donc c'était un piège baissier. Et actuellement le dollar US se maintient toujours au-dessus. Il en va de même finalement pour l'once d'or qui a tenté d'avancer fortement le 18 juin, mais qui finalement ne progresse pas davantage et reste au fond couvert par cette résistance ici horizontale que je vais situer. Il s'agissait d'un point de rejet ici du 1er juin à 1205 $. Voilà, 1205 $. Et donc on a tenté ici de reprendre cette ancienne oblique haussière pour finalement ne pas parvenir à accélérer. Donc on comprend que la situation reste délicate, mais on comprend surtout que ce sont ici les deux niveaux techniques à suivre. Et en l'état, les perspectives haussières pour l'once d'or, elles sont limitées tant que le marché se maintient sous la résistance à 1204 $. Quant au dollar US, il donne plus le sentiment ici d'être sur support à 11 737. Alors tant qu'il le tient, il le tient. Les choses peuvent changer, mais pour le moment, le marché se maintient dessus. Il en va de même pour le taux de change USD-Yen, qui pour le moment tient les 122,45. C'est un niveau de support, et de manière absolue, en données journalières, on peut toujours considérer que ce marché ne fait que réaliser un pullback ici sur ce niveau des 122. Alors pour le moment, on n'est pas sorti d'affaire. On est toujours dans une espèce de compression latérale, on peut aussi tracer cette oblique. Mais voilà, tant qu'on tient les 122, 122,50, il y a tout à fait la possibilité que ce marché relance dans le sens donc de la tendance haussière. Voilà donc ce que je pouvais moi vous dire sur ce dollar US, sur ces actifs là. En ce qui concerne le taux de change USD CAD, et là aussi on a quand même le sentiment que le dollar US pourrait tenir davantage. On a réalisé en date du 18 juin une sorte, alors c'est pas réellement un marteau, mais c'est quand même un chandelier qui a des implications haussières intéressantes ici. On est revenu chercher le point d'accélération de cette séance ici du 18 mai. Je pense aussi d'ailleurs qu'on a dû retracer quelque chose d'important, on a tenu 61,8. Bon, à suivre en tout cas, mais on voit ici que c'est clairement le dollar US qui a tenu. Alors je suis un peu plus, je dirais, neutre sur le taux de change USD CAD, étant donné que le dollar canadien a tendance lui aussi à se reprendre. En ce qui concerne le taux de change AUD USD, on peut aussi avoir le sentiment que ce marché est en train de construire là une compression, alors qui pourrait prendre la forme d'une sorte de biseau. Il ne faut pas non plus exagérer le chartisme ici, hein. Ça reste globalement neutre, mais c'est une sorte de range. Et
on a l'esprit d'une sorte de biseau ascendant ici sur la UD/USD, alors qui serait bien sûr un facteur de risque de reprise de la baisse tant que la UD/USD se maintient ici sous les 0,7850. Donc voilà, je surveille forcément cette compression. Et à ce moment-là, si je jette un œil à nouveau au NZD/USD, on ne peut constater que la poursuite de cette dynamique de baisse qui est parfaite, notamment depuis la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, ici en date du 11 juin. Paire de devises qui est donc clairement sous pression, d'autant plus que le dollar US tient un niveau de support important. Voilà, on a toujours donc un NZD/USD qui en plus évolue dans ce canal de baisse, qui ne parvient même pas à rejoindre la partie haute. Si le dollar US avait voulu chuter, il aurait pu la semaine dernière, il ne l'a pas fait. Il se stabilise sur un niveau de support. C'est pourquoi clairement tous les agrégats économiques de la semaine seront majeurs, ici en ce qui concerne l'économie US. Et le taux de change euro-dollar en l'état donc, il est vrai que ça comprime. On ne sait pas trop réellement ce que ce marché nous prépare, mais en l'état, sous les 1,1460, le risque c'est de baisser de toute façon. Après à court terme, c'est vrai que pour l'instant on se stabilise, on fait une micro-compression. La seule chose qui améliorerait les perspectives de ce marché, ce serait de briser avec une clôture journalière extrêmement marquante, donc un grand corps, les 1,1460. Donc c'est pas fait, le risque c'est de reculer. C'est clairement de reculer. Alors, moi ça c'est ce que je pouvais vous dire sur tous ces graphiques en données journalières. En ce qui concerne Wall Street, le marché reste toujours sur des facteurs positifs qui sont le double bottom que ces marchés ont construit la semaine dernière. Double bottom actif aussi sur le Nikkei 225 qui a probablement repris sa marche en avant. Alors je cherche à vous montrer, ce n'est pas ce graphique. Vous avez donc ici ce graphique aussi du SP500 qui était aussi tout à fait propre, avec ici donc une structure en double bottom, double bottom sur ce niveau-là, sur les 2070 points. On a plus ou moins réalisé un pullback sur la séance du 19 janvier, et là ça repart en avant. Le SP500 qui avait débordé cette oblique-là. Donc il y a aussi tout à fait la possibilité de réenvisager que le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq 100 remontent en direction de leur sommet historique. Il y a aussi quelque chose qui crée un arbitrage en faveur des marchés actions US et des marchés actions de la zone euro, c'est la sortie de capitaux assez massive sur les marchés actions chinois, alors certes qui n'étaient pas forcément ouverts énormément aux étrangers, mais qui l'étaient. Et après la bulle spéculative sur les places boursières chinoises, avec un excès dans tous les sens du terme, eh bien les liquidités probablement en sortent en partie et se redirigent vers les marchés actions plus classiques, et notamment ceux de la zone euro des États-Unis. Donc là aussi, le Nasdaq 100, je pense qu'il peut rejoindre ses sommets annuels à 4562 points, mais il a tout de même une bonne probabilité de tenter d'aller plus haut. Donc globalement, la dynamique générale sur l'ensemble de ces marchés actions, aux États-Unis donc et au sein de la zone euro, elle s'améliore. Et quant au dollar US, eh bien, j'estime que pour le moment, il est sur support. Alors maintenant, se pose la question un peu plus épineuse du câble. Le câble qui a énormément progressé, a-t-il terminé de progresser? J'aurais tendance à commencer à me méfier sur le câble. Pour quelle raison? Le GBP USD, déjà, il a retracé 50% de toute sa baisse. Ça, c'est un ratio à suivre. Donc de toute la baisse qu'il avait eu entre le 14 juillet ici et le 13 avril. Il s'est quand même bien repris, le GBP USD. On bloque maintenant sous ces 50%. C'est quand même suracheté sur un certain nombre d'horizons de temps. On a fait une cassure marginale ici des 1,5814. Dans l'esprit, on a une div, mais elle n'est pas, c'est pas un cas d'école de div. Il n'y a aucune raison de chercher à le vendre, ça c'est certain. Ce serait de vendre la plus forte. Mais nous sommes à un niveau de cours où la paire de devises pourrait respirer. En tout cas pour le moment, ce qui est à privilégier, c'est plutôt le scénario d'un range au-dessus des 1,5814, ça c'est un fait. Donc privilégier un range au-dessus des 1,50. Mais bon voilà, on a quand même fait une bonne partie du chemin, on a retracé 50% de la précédente baisse, on est globalement suracheté sur tous les horizons de temps, assez loin de la plupart des toutes premières lignes de tendance. Donc voilà, moi j'aurais justement tendance à inviter à se montrer prudent. On a un rythme de progression ici qui est vertical, qui je pense ne pourra pas être tenu indéfiniment. Alors pour le moment, on fait des petits chandeliers, des toupies, entre 1,5814
et donc les 1,5910, les 50% de retracement, c'est vrai que ça fait juste range, c'est globalement neutre. Mais voilà, pour moi, cette temporisation invite à la prudence, après tout de même cette belle vague de reprise, et d'autant plus que le dollar US se maintient donc sur support, et que voilà, la livre sterling s'est quand même bien reprise, et il en va de même donc sur l'euro GBP, où finalement on évolue au sein d'une sorte de range, et que voilà, là l'euro GBP, après avoir réalisé un double top sous les 0,7390, il a bien reculé. Maintenant l'euro GBP il est revenu sur un support. Voilà, il est revenu sur ce niveau-là, donc je commencerai à me méfier. L'euro GBP a la possibilité de tenter donc une stabilisation sur ce niveau de prix à 0,7121. Bon, quant à l'euro yen et les paires en yen, elles sont de manière générale dans des ranges. Le yen, lui, il reste dans l'absolu sous pression suite à la non-décision monétaire la semaine dernière de la Banque centrale du Japon. Le Nikkei a repris sa marche en avant. On a quand même un signal technique qui est sans appel sur le Nikkei. C'est un grand corps, regardez, vraiment presque un marabouzou, ouverture au plus bas, clôture au plus haut. Moi je pense que le Nikkei il repart à l'assaut de ses sommets annuels, voire même au-delà. C'est aussi un facteur intermarché de faiblesse pour le yen. Alors je pense que l'USD yen devrait être en mesure de tenir les 122,45. En tout cas, je vois les choses de cette façon ici sur le marché action japonais. Alors moi je vais basculer sur l'horizon de temps intraday maintenant pour continuer de répondre à vos questions. Alors je ne sais pas si vous avez pu participer aux différents sondages que je vous ai postés, j'espère que c'est le cas. En tout cas c'est quelque chose qui nous plairait énormément. Alors voilà, je le fais défiler. Voilà, ils sont toujours là. Je vais juste les republier. Alors, je suis revenu sur l'horizon de temps journalier. Je vais notamment maintenant vous proposer une vue intraday du DAX, du CAC et du taux de change euro-dollar. Le DAX, on retrouve ici donc la divergence haussière bien visible en données journalières. On retrouve le double bottom sur les 10 800 points qui est tout à fait propre, avec un pullback assez net qui était réalisé ce matin, une nouvelle impulsion. Dans le cadre de cette structure en double bottom, la ligne de coup est apparente ici, vous la voyez donc à 11 450. Mon sentiment, mais ce n'est pas fait, est que le DAX peut dépasser la résistance cette semaine. En l'état, nous avons tout de même des conditions techniques de momentum, de chartisme et de proportion qui militent en faveur de la fin de la vague corrective, les traits 4, numéro T4, et donc le point de départ d'une avancée plus importante. Je pense que cette semaine, le DAX ira non seulement chercher les 11 450, mais probablement les 11 600, voire les 11 900. Cette zone horizontale. Alors on ira par étapes, mais voilà, je pense que là, on a maintenant ce pivot swing à 11 450, et je pense que le marché va déjà dans un premier temps aller le chercher. Alors, la ligne de coup, si vous me permettez l'expression sur le CAC, ce sont clairement les 5000 points. Et je pense que cette semaine, le CAC a une probabilité importante. Ici en intraday, en H4, on a fait une épaule tête épaule inversée. Ce matin, on la confirme de la meilleure des façons possibles. Je pense que le CAC peut rejoindre les 5000, les 5023, et même probablement les 5100 points cette semaine, ainsi que cette ligne de tendance baissière en place depuis un certain temps. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Le dollar US, il est sur support. Le taux de change euro-dollar, il se maintient sous cette résistance importante des 1,1460, vous l'avez compris. En l'état, tant que le taux de change euro-dollar se maintient en dessous, il est en risque de reculer. Quelle structure de chartisme on est en train de faire en dessous? Écoutez, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on fait une espèce de compression en biseau, même si on a l'esprit. On voit tout simplement ici qu'on a une forme de hausse qui s'essouffle. Après voilà, je pense que c'est globalement neutre en swing. Ce qui serait vraiment dommageable pour le taux de change euro-dollar, ce serait de briser les 1,1290. Et alors là, vraiment, il serait en risque. Donc, en toute honnêteté technique, je dirais, ou transparence technique, nous avons un marché qui est désormais neutre entre 1,1290 et 1,1460. Ce sera donc la clé
pour la suite des événements, mais clairement basculer sous les 1,1290 ferait peser le risque d'un double top ici. Et à ce moment-là, donc, d'un risque de reprise de la baisse. Mais ce n'est pas fait, donc je conserverai une opinion neutre entre les 1,1290 et les 1,1460, en vous rappelant l'importance des 1,1460 sur cet horizon de temps. Et donc l'USD Yen en H4, vous constatez qu'on tient les 122,50. Et jusqu'à preuve du contraire, tant que les 122,50 tiennent, eh bien c'est un USD sur support. Étant donné que je pense que le Yen est sous pression, j'aurais tendance à croire que finalement ça pourrait tenir, notamment au vu de la très belle séance technique qu'a réalisé le marché action japonais. Et là aussi on peut envisager que la hausse du Nikkei la nuit dernière laisse présager aussi une redistribution des capitaux en Asie, avec notamment une sortie ou un réajustement entre ce qui avait été investi sur le marché action chinois et sur d'autres places. Il y a eu un excès, une bulle qui est en train d'exploser. La bulle, elle a éclaté en Chine. Avec notamment, entre autres, beaucoup trop d'effets de levier. Donc voilà ce que moi je pouvais vous donner sur ces éléments-là. J'estime que l'once d'or est en risque sous les 1204 et qu'il serait clairement en risque s'il venait à casser les 1192. Ce qui est donc un facteur de hausse pour le dollar US et ce qui peut mettre sous pression le taux de change euro-dollar, vous l'avez compris, sous les 1,1460. Alors, écoutez, voilà. Alors, je continue donc de répondre à vos questions. Alors, que pensez-vous de l'USD CAD? Alors, bonjour Idem, désolé, vous dites, donc vous ne tradez pas les actions. Alors, peu importe en fait. L'idée, c'est quoi? Alors, l'idée, c'est éventuellement de savoir si de temps en temps, si vous souhaitez vous informer sur l'actualité d'une action, quel site vous utilisez. Enfin, voilà, ça fait partie en fait de ces choses-là. Nous, on pourra parfaitement imaginer vous proposer des accès gratuits à un certain nombre de services. Mais on a besoin pour ça d'avoir vos réponses. Donc le GBP USD, soyons là aussi honnêtes, il a retracé 50% de toute sa chute depuis l'été 2014. Il a fait un débordement marginal de cette résistance. Il y a en l'état, même si c'est pas hyper propre, une divergence baissière potentielle ici en H4 sur le câble. Alors pour le moment, elle n'a qu'un effet, puisque je vous rappelle qu'une divergence ne fait que modifier le rythme du marché. On est passé d'une phase de hausse verticale à un range, donc c'est peut-être simplement un range. Mais dans ce range, j'invite à la prudence. Il faudrait réellement déborder les récents tops pour poursuivre sa marche en avant. Et je pense qu'on est à un niveau de prix où il faut se montrer méfiant. Après, j'avoue, c'est peut-être simplement un petit fanion avant d'aller plus haut. Mais je suis méfiant. Et ce qui serait dommageable, ce serait de rebasculer sous les 1,5814 ici, sur le GBP USD. Donc voilà, vraiment extrême méfiance sur ce qui est en train de construire le GBP. Si vous vous intéressez au GBP et à sa capacité d'aller plus haut, intéressez-vous plutôt au GBP Yen. Lui, c'est vraiment hyper bullish. Celui-là, il n'y a pas de doute, le Yen est faible. La Banque Centrale du Japon va rester hyper accommodante. On fait un range sur le GBP Yen au-dessus d'un premier support ici à 194,34. Celui-là, il est exploitable pour viser les 200 yens. Le GBP Yen, je pense que le GBP Yen peut tout à fait aller chercher les 200 yens. Et de manière générale, je pense que le yen japonais va chuter en direction de ses plus bas de 1998. Et c'est l'enseignement du yen index. Je vais tenter de vous proposer quelque chose, mais l'étude du yen index est sans appel. Alors, quelle unité de temps? Alors, globalement, moi, je conseille d'évoluer sur tous les horizons de temps. Mais de manière générale, si vous êtes un débutant, mieux vaut ne pas vous exposer à l'action des prix trop rapide. Et donc de commencer par des horizons de temps plus larges, comme l'horizon de temps journalier. Et de prendre l'habitude d'observer l'horizon de temps journalier pour vous familiariser justement avec l'analyse technique. Moi, j'aurais tendance donc à vous conseiller cette approche-là. Voilà, alors, j'ai répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous remercie d'avoir été attentive et attentif. Fin du morning meeting. Je vous retrouve à 15h15 pour le suivi des statistiques immobilières aux États-Unis. Vous retrouvez Sylvain pour le 13h des day traders à 13h à nouveau. Et donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Merci.